Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonjour, c'est excellent votre rendez-vous du dimanche avec les parcours d'exception qui font briller la France sur Sud Radio. C'est une figure incontournable du paysage audiovisuel. Vous l'avez notamment découvert, et oui, dans Loft Story, je vous le donne en mille. C'est bien Benjamin Castaldi qui est à mes côtés ce soir. Benjamin, vous vous aventurez pour la première fois dans l'art du roman avec « Et si tu ne devais plus m'aimer », c'est sorti aux éditions du Rocher. C'est un récit passionnant et passionné, inspiré de votre héritage familial et de votre grand-mère Simone Signoret, où vous mêlez glamour hollywoodien, drames intimes. On va revenir dessus évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. C'est un publicitaire de renom dont vous connaissez tous l'agence, notamment TBWA, inventeur du concept de disruption, sans oublier ancien patron de l'UNICEF. Jean-Marie Drusseux raconte dans un récit chez Télémac les canards majuscules. Jean-Marie, vous y explorez les fondements personnels et intimes de votre parcours. Puis il y a des anecdotes avec Steve Jobs, Carlos Ghosn, Nelson Mandela, bref, un peu des coulisses du pouvoir. C'est excellent, bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. Avec plaisir, c'est excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Alors, Benjamin Castaldi, je répète, comme je disais en introduction, vous avez publié « Et si tu ne devais plus m'aimer » aux éditions du Rocher. D'abord, c'est votre tout premier roman. Ah oui, c'est le premier roman. C'est le premier, sûrement le dernier d'ailleurs. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est en fait l'aboutissement de 5 années de travail. D'accord. On avait écrit le premier qui s'appelait Je vous ai tant aimé, oui, qui était une biographie de mes grands-parents. Après, j'ai fait la pièce avec Emmanuel Smith, Bungalow 21, qui racontait déjà l'aventure Marilyn montant avec les sarceniers et voilà. Et j'avais tellement accumulé d'heures de visionnage, d'interviews. J'ai relu toutes les correspondances entre ma grand-mère et Montand pendant cette période-là. J'avais tellement d'informations que j'en suis arrivé. Il y a une espèce de conclusion très curieuse, c'est que j'ai eu le sentiment qu'elle nous avait menti, en fait, ma grand-mère. D'accord. Donc c'est assez gonflé. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'elle s'est drapée dans le statut de la femme digne, fière et qui pardonnait. Alors qu'elle n'a pas du tout pardonné. Je pense que c'est tout l'inverse. Ce que vous racontez d'ailleurs dans le livre. Alors là, dans le livre, je raconte ça, et je raconte surtout le fait qu'elle était tellement sûre d'elle, finalement. Je devais les appeler les orgueilleux au début, mais c'était déjà fait au cinéma. Mais parce que je pense que c'est un péché d'orgueil. Elle pensait vraiment qu'il ne pouvait rien se passer à Hollywood entre son mari et Marilyn Monroe. Ouais. Et je pense qu'elle se voyait tellement belle, au sens tellement, comme on dit à Marseille, dans le Sud, tellement belle, qu'elle était très... Et du coup, elle a laissé son mari avec quand même l'icône sexuelle des années 50. Non, oui, mais alors, à des charges, et ça on le voit bien dans le roman, et ça j'ai une grande partie de liberté, parce que j'ai fait les dialogues, elle l'a laissé, mais en fait, Montand avant lui a pas donné un seul signe avant-coureur d'une éventualité possible que peut-être éventuellement... Parce qu'il était particulièrement exaspéré par Marilyn, qui lui en faisait voir de toutes les couleurs sur les plateaux. Pour lui, ça a été, ce tournage, je pense, ça a été peut-être une des pires expériences de sa vie, en termes de travail. Il parlait pas l'anglais, il comprenait pas ce qu'il jouait. Et puis il avait cette... c'était quand même... Là-bas, faut voir, Monroe en 60, c'est quand même... on peut pas faire mieux. Alors là, elle a une réputation déjà terrible, parce que personne ne la supporte plus, parce qu'elle est tout le temps en retard et qu'elle est insupportable. Mais lui, ça a été l'enfer. L'enfer. Alors justement, cette rencontre, c'est lors du tournage du Milliardaire, et en amont aussi. C'est un film... Ils sont rencontrés avant. Oui, c'est ça, et en amont. Et c'est un film qui a été scénarisé notamment d'ailleurs par Arthur Miller, qui était marié, lui, avec Marilyn Monroe. Alors Simone, donc, elle part à Rome pour se reposer. Elle le laisse seul pour tourner. Pour tourner, pardon, oui. Elle le laisse seul avec sa rivale qu'elle déteste pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah non, elles sont non seulement elles se détestent pas, mais elles sont très amies. Ouais, c'est ça. Ils se sont marrés comme des baleines, les deux. Moi, j'ai eu plein de documents où Marilyn a emmené se faire colorer les cheveux par la coloriste de Jean Harlow. On a cet épisode. Elles ont fait les boutiques ensemble. Elles passent leur journée à la piscine à boire des coups, et ce que ma grand-mère aimait bien de faire d'ailleurs très naturellement. Donc c'était vraiment une relation. Et puis surtout, le soir, elles se racontaient leur vie. C'est ça. Au grand désespoir de Montand, qui lui allait se coucher parce que le lendemain matin il y avait le tournage, tout comme Marilyn, sauf que Marilyn, elle avait un peu rien à faire, et elle arrivait 4 heures en retard. Elle restait jusqu'à 4-5 heures du matin à se pochetronner avec ma grand-mère, et forcément ça a créé quelques problèmes. J'adore, elle restait jusqu'à 4 heures du matin à se pochetronner avec ma grand-mère. C'est la vérité. C'est génial. Alors vous résumiez bien aussi la vision du monde de ces deux femmes à leur époque. Je vous cite, ça c'est Simone qui le dit: tandis qu'on adore son cul, elle loue mon culot. J'ai trouvé ça vachement bien aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est toute la différence de ces deux femmes. L'une qui voudrait être louée pour son culot, et l'une peut-être plus pour son cul. Pardonnez-moi de le souligner comme ça. C'est-à-dire que ma grand-mère avait deux avantages, c'est qu'elle était quand même très belle, elle. Magnifique.
Et elle était très belle, et on disait d'elle qu'elle était très intelligente, ce qui était, je pense, la vérité, très cultivée, ce qui était la vérité. Elle parlait 3 langues. Elle cochait toutes les cases. Alors que Marilyn, je pense pas du tout qu'elle eût été bête, pas du tout, bien au contraire. Je pense qu'elle était très intelligente, trop intelligente. Et elle était très belle, sauf que sa grande phrase, c'est il me faut 4 heures pour devenir Marilyn Monroe. Alors que toi, tu es Simone Signoret tout de suite. Tout de suite. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc effectivement, l'une avait du culot, parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de culot, ma grand-mère, notamment quand elle était en Amérique. Elle s'est quand même fait interviewer par une moche personne dont j'ai oublié le nom. À chaque fois, j'oublie son nom. Une journaliste américaine qui l'a détestée, qui a tout fait pour la faire enlever, d'ailleurs, des Oscars. Mais c'est quand même la première actrice française oscarisée. Certains vous diront que c'est pas la première, que c'est la deuxième, parce qu'il y a une certaine Colbert. Ah, ok. Colette Colbert, voilà, monsieur le sait, qui a obtenu. Alors, elle était franco-américaine, Colette Colbert. Donc, on peut dire que c'est la première. Mais il y a la première franco-française, quoi. Franco-française, c'est elle. Et surtout en jouant en anglais. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, sa seconde partie de carrière, elle a reconnu une espèce de revival suite à cette histoire d'amour entre son mari et Marilyn. Et ben là encore, elle nous a fait croire, et on lui a fait dire, ou je ne sais pas dans quel sens on doit le prendre, mais qu'elle avait devancé l'appel de l'âge, qu'elle avait géré tout ça de main de maître. Moi, je pense qu'elle a pris un énorme coup de pelle, et qui s'est matérialisé physiquement. Parce que oui, elle a changé de physique. Ma grand-mère, elle devient, peut-être je vais choquer les gens qui nous écoutent, mais c'est la vérité, elle devient vieille en 4 ans. Ouais. Quand elle fait l'Armée des Ombres, quand elle fait La Veuve Coudert, elle a à peine 50 ans. Et quel film! Mais c'est des films extraordinaires. Mais regardez le physique qu'elle a dans La Veuve Coudert, on dirait une vieille dame. Elle a l'air fatiguée. Elle déjà. est plus jeune qu'aujourd'hui que Sophie Marceau. Ouais. Mais vous vous rendez compte Après, c'est une histoire d'époque aussi, peut-être. Oui, mais bon, il y a des femmes qui ont quand même réussi à maintenir ou à se maintenir un peu plus. Oui, mais il faut s'aimer pour se maintenir, Benjamin. Mais je crois a priori, elle s'aimait pas beaucoup. Je sais pas si elle s'aimait pas. En tous les cas, elle a rien fait pour que ça s'arrange. Mais c'est vrai que c'est physiquement la métamorphose. On dit souvent que le psychique et le cerveau peut prendre possession du corps. Et je crois que c'est vrai, parce que dans son cas à elle, c'est physiquement et visuellement, c'est impressionnant quand même. De changer à ce point. Franchement, en 60, elle est encore toute jeunette et toute belle, elle a 41 ans. Elle a 40 ans, 9 ans après, on dirait qu'elle a 70 ans. Chaque année, elle compte les triples, quoi. Et alors, il y a une phrase qui m'a fait, justement, qui continue à raconter cette histoire, c'est qu'elle dit, pourtant, si je veux lutter, il faut que j'accepte. Donc, l'acceptation qu'elle a eue, finalement, de cette histoire, parce qu'elle n'avait pas le choix si elle voulait garder son mari, en fait. Bah, elle le dit, je t'aime trop pour ne pas te pardonner. Donc... voilà. Elle lui a jamais pardonné, c'est ça que vous dites. Vous dites qu'elle se réveille le matin, qu'elle y pense. Je pense que ça a été un enfer. Vous vous rendez compte que on doit se rendre compte, parce qu'aujourd'hui on a les réseaux et on sait qu'une info peut faire déflagration mondialement en une fraction de seconde. Mais elle, c'est pareil à l'époque. En un matin, vous avez la presse du monde entier, du Japon à l'Afrique du Sud, en passant par les USA et l'Europe, l'Italie, qui en une annonce la trahison de Yves Montand avec Marilyn Monroe. Je pense que c'est compliqué de s'en remettre. Et alors elle s'apprête pour aller parler à la presse, elle se maquille, elle se met des bijoux, etc. Elle m'a fait penser à Lady Di et sa revenge dress, quoi. C'est un truc très féminin. Bah oui, mais c'est-à-dire que là, c'est le moment où il faut qu'elle affronte. D'ailleurs, c'est dans le roman. Elle découpe toutes les coupures de temps. Parce en fait, c'est l'idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, elle s'est fait Kaiser Soze par Marilyn. C'est-à-dire que, bah oui, c'est exactement ça. C'est quand elle voit toutes les photos, elle dit bon sang, mais je me suis fait complètement avoir. Et tout lui revient dans la gueule. Et parce que moi, je pense aussi que Marilyn, du premier soir où elle l'a vu Montand chanter à New York, je pense qu'elle dit toi, mon coco, tu finiras dans mon plumard. Et que c'est pour ça qu'elle est devenue amie avec la femme aussi. Vous savez, la meilleure façon d'atteindre un homme, c'est sa femme. Et inversement, d'ailleurs. C'est valable dans les deux sens. Petit mode d'emploi, chères auditrices, chers auditeurs, avec Benjamin Castaldi. Je dis ça, moi je ne m'y connais pas, mais on m'a dit, quoi. C'est quand même une sacrée histoire à porter pour vous. C'est aussi une manière de vous en débarrasser ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est ce que j'ai écrit en préface, même pas en préface, il y a 5 lignes en tout début du roman, où je dis que justement je me suis maintenant libéré de tout ça. Oui, mais bon, vous en parlez encore quand même. Non, mais là j'en ai fait un roman et je pense que j'en parlerai plus jamais, parce que je vais pas non plus... Vous allez faire d'autres romans après, d'autres sujets. D'autres sujets, maintenant il faut que je passe à autre chose. Mais j'avais vraiment besoin de ce roman pour clôturer toute cette période de d'hommage, parce que ça a été dans ma tête, où effectivement au début c'était une espèce de besoin qu'on reconnaisse ou qu'on n'oublie pas mes grands-parents, ce qui est vain, parce que malheureusement
malheureusement, en tous les cas, pour ce qui est de ma grand-mère, je ne crois pas que j'arriverai à la ramener avec nous. Je parle dans notre siècle. Mon temps, il est là parce qu'il a des films qui passent encore, La Folie des Grandeurs, tout ça. Il y a quand même des films merveilleux qui resteront. Oui, non, mais il y a des films qui resteront. Mais encore une fois, la carrière cinématographique de ma grand-mère, aussi brillante soit-elle, n'est pas une carrière de blockbuster et de succès. Non. Bon, il y a L'Armée des Ombres, il y a La Veuve Coudrec ensuite, il y a Coudert, pardon. La vie devant soi, j'arrête pas de faire des bêtises aujourd'hui. Elle a joué avec Gabin, avec mais il y a Le Chat, il y a Le Chat, il y a tout ça, mais Montand a beaucoup plus de films qui restent un petit peu dans notre siècle. Quand on voit Le Sauvage, ça n'a pas pris une ride. Le film de Rapneau était, moi je le revois, je pense, 2 fois par an. C'est mon petit bonheur, et ça n'a pas vieilli. Quand vous regardez La Veuve Coudert, c'est certes très beau, mais ça a pris un coup de vieux quand même. Jean-Marie Dru, vous qui racontez d'ailleurs avec fort détail cette France, ce Paris des années 50-60 dans votre livre sur lequel on va revenir tout à l'heure, j'ai envie de savoir si vous en avez entendu vous parler de cette histoire à l'époque. De quelle histoire? De cette histoire d'amour. Bien sûr. Ouais. Vous aviez lu la presse et tout, ça faisait la une partout. Je suis relativement âgé, mais j'étais quand même encore très jeune. Vous étiez un enfant, un jeune enfant. On en parlait ensemble tout à l'heure. Moi, j'ai regardé Casque d'Or des dizaines de fois, enfin très très souvent. Et donc j'adorais Simone Signoret, comme beaucoup des Français de mon âge. Pour être honnête, pour répondre à votre question, j'ai pas un souvenir très très précis de ce moment. Mais Par contre, Simone, elle vous a marqué. Bien sûr. Ouais. Allez, restez avec nous, on vous revient tout de suite avec l'animateur et auteur Benjamin Castaldi et son premier roman « Et si tu ne devais ne plus m'aimer » aux éditions du Rocher, et Jean-Marie Dru, le publicitaire qui se raconte dans Les Canards Majuscules, c'est sorti chez Télémac. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Benjamin Castaldi est avec nous, il est avec son premier roman aussi, Si tu devais ne plus m'aimer, c'est sorti aux éditions du Rocher. Et on est aussi avec Jean-Marie Dru qui nous se raconte, pour le coup, dans Les Canards Majuscules, c'est sorti chez Télémac. Alors dans ce récit autobiographique, Jean-Marie Dru, qui s'appelle donc Les Canards Majuscules, vous racontez donc les fondements personnels, intimes de votre parcours. Et puis alors l'anecdote du titre, on commence par ça, qui est saisissante d'ailleurs, c'est un souvenir d'enfance qui est retrouvé en fait par hasard à travers une interview radiophonique de Madeleine Robinson. C'est assez exceptionnel, racontez-nous ça. Je crois en juillet 78, je conduis ma voiture, je vais à mon bureau. Je dis ça au début parce que j'insiste sur 1 ou 2 points, parce qu'il n'y avait aucune raison que ce qui s'est passé après puisse arriver, puisque j'étais en retard d'1 heure, je suis jamais en retard. J'écoutais une radio que je n'écoutais jamais, et j'entends un journaliste interviewer Madeleine Robinson, je ne sais pas si c'était elle à ce moment-là, il lui demande « Madame, pourquoi avez-vous appelé votre livre Les Canards Majuscules ?» Donc à ce moment-là, j'ai un énorme frisson, je suis interdit. Je freine, je m'arrête, j'écoute la réponse et elle dit c'était il y a 20 ou 25 ans, je me promenais au bois de Boulogne et j'ai vu un petit garçon très brun qui avait 5-6 ans, qui regardait les cygnes glisser sur l'eau du lac et qui a dit à sa maman « Oh maman, regarde les canards majuscules ». Et évidemment, j'étais très frappé qu'elle ait dit ça parce que ce petit garçon, c'était moi. Et ma mère l'a raconté des dizaines de fois parce que c'est vrai que c'est assez poétique et assez joli. Ouais. Et donc, c'était une coïncidence invraisemblable. Et d'ailleurs, ce livre parle beaucoup des hasards heureux, des coïncidences, comme ça. Et c'était une coïncidence invraisemblable que j'entends. Alors, je lui ai pris le titre de son livre, mais comme elle me l'avait emprunté. Donc, voilà. Et alors, vous le dites, vous me l'avez même dédicacé, ce livre, Les Canards Majuscules. Jean-Marie Dru, vous dites, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça, c'est la phrase de Paul Éluard, mais c'est un peu votre leitmotiv dans votre vie en général. Oui, oui, absolument. Moi, je ne vais pas parler de ma carrière ici parce que ça n'intéressera personne, mais je pense que si. Dans le détail, non, en tous les cas. Mais si vous voulez, je pense qu'à chaque fois, vous avez devant vous des opportunités qui se présentent, qui sont souvent le fruit du hasard et qu'il faut saisir. Alors, puisque vous avez eu la gentillesse de faire une citation de Paul Éluard, moi, je vais vous répondre à une autre citation de Pasteur qui disait, je crois, quelque chose comme le hasard ne sourit qu'aux gens bien préparés, donc je devais être préparé un petit peu, très immodestement. Voilà. Donc vous pensez qu'en fait on agit sur sa vie en se préparant psychologiquement à ce qui peut nous arriver, quoi. C'est ça que vous dites? Oui, absolument. Moi, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait étonnant. Dans mon métier, j'avais 16 mois d'expérience. Et on m'a proposé de devenir le directeur de la création de la 4e agence de France. Donc je me suis retrouvé patron du jour au lendemain de 60-70 personnes, alors que j'avais 16 mois d'expérience. Vous aviez 25 ans. Oui, bon, donc ça ne pourrait peut-être plus arriver aujourd'hui. C'était une drôle d'époque, c'était juste après mai 68. On faisait un peu n'importe quoi dans les agences de publicité à l'époque. Mais voilà, donc j'ai su saisir cette opportunité. Donc il faut... C'est ce que je dis toujours à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes collaborateurs, surtout, ne laissez pas passer les chances
qui s'offrent à vous. Faut savoir les reconnaître aussi, hein, ces signes. Pas oui, toujours. mais non, il s'impose de... Non, je pense pas. C'est pas très difficile. C'est simplement... On hésite toujours à faire un pas de côté. Voilà. Et souvent, une opportunité, c'est faire un pas de côté, c'est changer de direction. Faut pas être trop timide, quoi. Bien sûr. Alors, à travers ce récit, vous nous racontez aussi, on en parlait tout à l'heure à l'instant, la France des années 50-60, celle où on croisait, alors ça m'a fait complètement triper, pardonnez-moi le terme, on croisait le poinçonneur des lilas. Le poinçonneur des lilas qu'on connaît tous de Gainsbourg, il a vraiment existé évidemment, mais vous l'avez vu en vrai, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Le gars qu'on ne regarde pas. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour prendre le métro, il fallait passer devant... Il fallait faire la queue, déjà. Il fallait faire la queue. Ouais. Il y avait un guichet qui était donc le poinçonneur, qui poinçonnait votre bille avec un poinçon, et ça faisait des petits confettis. Donc les stations de métro étaient couvertes de confettis blancs à l'entrée, à la descente des escaliers. Mais oui, mais moi j'ai aimé parler dans ce livre des chanteurs. Moi, j'ai connu les chanteurs des rues. Oui. J'ai connu les marchands de couleurs, les ouvreuses dans les cinémas. Moi aussi. Oui, bon. Oui, mais je ne dirai rien. Nous n'avons que 23 ans d'écart. Ah, c'est vrai. Voilà, donc voilà. Mais puis ce dont je parle aussi, que j'aime bien évoquer, c'est ce qui n'existait pas encore, par exemple, ce qui a disparu plutôt. Ce qui n'existait pas encore, pardon. Les digicodes n'existaient pas. Oui, c'est ça, on pouvait rentrer chez les gens comme ça assez facilement. On allait aussi à 120 à l'heure dans des belles voitures sur les routes de campagne. Pas obligatoirement dans des belles, moi j'avais une pas belle voiture du tout. Mais vous alliez à 120 quand même. Oui, d'ailleurs c'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai corrigé au dernier moment dans le livre. Ouais. J'avais marqué 140 et puis j'ai trouvé que c'était pas crédible, alors je pense qu'on allait vraiment à 140. Est-ce qu'on est moins libre aujourd'hui, Jean-Marie Dru ? À quel sujet ? Justement, à cette époque où finalement tout était possible, quoi. Écoutez, c'est vrai que j'ai eu la chance de... Attendez, comment vous dire ça ? J'ai eu la chance de naître, d'avoir 20 ans dans les années 60. Donc bien évidemment qu'on avait un sentiment pas de liberté, mais plutôt de libération. Oui, c'est la libération de la parole. La libération de la parole, la libération sexuelle, la libération, comment dirais-je, par rapport à toutes les formes d'autorité. Moi j'ai connu mai 68, j'ai été très souvent... Vous en parlez aussi dans le livre, j'en parle dans le livre. Donc la nuit où les étudiants ont investi... J'étais pas marxiste ni situationniste. Vous étiez observationniste. J'étais observateur, voilà. Bon. Et donc je suis rentré, par chance, la nuit où les étudiants ont investi la Sorbonne, j'étais là toute la nuit dans le grand amphithéâtre. On a tous eu le sentiment de faire la révolution. On l'a cru que pendant une seule nuit, je crois. Mais cette nuit-là, on y a vraiment cru. Il y en a d'autres qui ont cru un peu plus longtemps que vous. Il y en a même qui croient encore, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et alors, de cette nuit-là, en plein mai 68, jusqu'à des figures telles que Steve Jobs, Carlos Ghosn, etc., dont on a parlé, que vous avez conseillé, j'ai envie de dire, c'est quand même un changement de tonalité qui est intéressant dans votre parcours, parce que vous arrivez par hasard à 25 ans directeur de la création, et ensuite vous vous retrouvez à discuter avec des gens qui sont des espèces de monstres. Oui, mais ça, c'est les fruits du hasard dont on parlait tout à l'heure, des hasards qui ont été bien saisis, pour reprendre l'expression. Il se trouve, je vais aller vite, que j'ai créé une agence en 84 qui a eu son quart d'heure de notoriété, célébrité, et puis nous sommes trop endettés, donc on a perdu... comment dirais-je, le contrôle de cette entreprise qui a été revendue, et en fait... Qui a été rachetée par Omnicom, et donc, enfin bon, c'est très compliqué, qui a été racheté par TB Doller, pour simplifier. Il se trouve, pour simplifier aussi, que je suis le patron de la boîte qui m'a racheté. Et donc, je me suis retrouvé à la tête d'un réseau qui est présent dans 70 ou 80 pays, qui emploie 11 ou 12 000 personnes, et qui a de très grands clients comme Nissan ou Apple. Et donc, je me suis retrouvé, par le fruit du hasard, patron d'une boîte qui avait pour client Carlos Ghosn, Steve Jobs et aussi Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et alors ce que vous me disiez en antenne tout à l'heure, c'est que ces deux personnages, en l'occurrence, alors Nelson Mandela c'est autre chose évidemment, mais ce sont des gens qui étaient extrêmement visionnaires, mais aussi très durs en fait. C'est des gens ils ont des points communs, même s'ils sont extraordinairement différents, bien sûr, ils avaient des points communs d'être très déterminés, assez clairvoyants, souvent de mauvaise foi. Vous savez, cette capacité à voir les choses comme ils voulaient qu'elles soient et pas comme elles étaient obligatoirement. D'ailleurs, les journalistes américains... On se souvient de la malle, il a réussi à rentrer dedans. Moi, je ne sais pas si j'aurais réussi. Oui. Mais à propos de Steve Jobs, les journalistes américains, parce qu'il avait une tendance à faire des assertions, à dire des choses fausses, simplement parce qu'il a envie que les choses soient comme il a envie qu'elles soient. Et donc, en même temps, il paraît que quand on dit des choses, elles se matérialisent, non? Oui, mais, pour finir, j'adore cette expression. Les journalistes américains parlaient de lui en disant il est spécialiste de la distorsion de la
la réalité, qui était un joli concept. C'est pas la disruption, c'est la distorsion. Oui, voilà. voilà. Bon. Mais, parce que vous avez inventé la disruption. Ils avaient tous les deux comme point commun d'être extrêmement durs. C'est vrai que, par exemple, Jobs était très intéressé par ce que nous faisions pour lui. Il a toujours pensé que la publicité était très importante pour sa marque. Et donc, il rencontrait l'agence toutes les semaines, de 10h à midi. Et je peux vous dire, oui, garde à vous, c'est-à-dire que la nuit qui précédait, les collaborateurs télégraphes ne dormaient pas trop. Oui, c'est ça, on imagine. Alors, le titre de votre premier chapitre dans les canards majuscules, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, ça s'appelle La nostalgie. Ah bah c'est un bien. Sentiment triste et agréable pour vous. La nostalgie, c'était quand même le titre du roman c'était de La nostalgie n'est plus qu'elle était. Et plus qu'elle était, de Simone Signoret. C'est la biographie, le best-seller. Qui a cartonné. Qui a 4 millions d'exemplaires dans le monde. C'est fou, hein. Pas mal. Ouais. Et alors, vous y croyez, vous, au hasard, Benjamin Castaldi, ou pas? Ah, je crois bien sûr au hasard, mais je pense exactement comme vous que les hasards, il faut savoir les provoquer et qu'il n'y a pas de hasard. Bah voilà. Vous y croyez pas vraiment quand même. Non mais je pense non mais moi j'ai ce droit dans ma vie. Si je refuse de faire le loft, ma vie n'est pas la même. Ouais. Et le hasard a voulu. On va en parler de comment vous êtes arrivé au loft. Le hasard a voulu que je sois le dernier d'une longue liste d'animateurs qui avaient tous refusé. Avoir accepté cette émission dont personne ne voulait. Et moi, il se trouve que j'ai dit, bah non, mais c'est une chance énorme et je suis le seul à avoir vu ça de mon prisme à moi, mais j'avais raison, puisque l'émission est le plus gros succès de toute l'histoire de la télévision. Mais il n'y a pas de hasard. C'est visionnaire, quoi. Ouais, c'est quoi? C'est de l'instinct, c'est au pif? Ouais, moi je dirais que c'est de la folie aussi. Parce que tous les gens dont vous parlez, là, et je reconnais quand vous dites qu'ils sont de mauvaise foi, etc., je vois mes grands-parents, ce sont des monstres sacrés. Parce qu'on disait souvent, les monstres sacrés, il y a monstres. Avant tout, avant d'être sacrés. Des monstres sacrés, vous êtes d'accord avec cette idée que ce sont des gens, des frics contrôle, on pourrait dire? Oui, d'ailleurs on avait fait un film pour Jobs quand il est revenu en 97, dont le thème était, un film assez connu, dont le thème était Think Different, penser différemment. Bien sûr. Et dans cette voix off très longue, qui est dite par Richard Dreyfus, que vous devez bien connaître. Exceptionnel acteur, il est dans de la merde notamment. Et donc traduit, peut-être maladroitement, la dernière phrase dit quelque chose du genre... que ce sont seulement les gens qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui finissent par le changer. C'est exactement c'est quand il y avait c'était le fameux ordinateur avec les coques de couleur. C'est la renaissance d'Apple. Était au bord du dépôt de bilan à cette époque-là. Jean-Marie Dru, c'est grâce à vous qu'Apple a subsisté et nous inonde aujourd'hui. Non, mais c'était l'action, elle valait $10. Ça en vaut je sais pas combien maintenant. Bravo. Non, mais c'était oui, l'action le cours de l'action était multiplié par 10 000. C'est ça, oui. Il fallait en acheter. Pareil, il fallait avoir par hasard, il fallait tomber dessus. Acheter des bitcoins en ce moment. Allez, Sud Radio, c'est excellent. $90 000, faut que ça aille haut. Hein. Bon, allez-y, faites ce que vous voulez, mais moi je me risquerai pas tout de suite. Si vous en avez déjà acheté, vous avez été malin en tout cas. Allez, on est avec l'animateur-auteur Benjamin Castaldi qui est avec son premier roman Et si tu devais ne plus m'aimer, c'est aux éditions du Rocher. Et puis Jean-Marie Dru, un publicitaire qui se raconte dans Les Canards majuscules, sorti aux éditions Télémac. On revient après une courte pause, à tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et vous êtes tous ici chez vous, évidemment. C'est excellent avec Benjamin Castaldi qui signe son premier roman. Et si tu devais ne plus m'aimer, c'est aux éditions du Rocher. Et Jean-Marie Dru, publicitaire de renom, je vais y arriver, qui se dévoile dans Les Canards majuscules, c'est aux éditions Télémac. Alors Benjamin Castaldi, je vais revenir un peu sur votre lien familial puisque vous êtes issu d'une sacrée lignée. Alors vous dites que ça y est, vous en êtes débarrassé, mais on imagine que... débarrassé dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, oui. C'est-à-dire que vous pouvez respirer par vous-même, hein, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Mais que ça a été un long chemin, ça. Parce que quand on est issu de monstres sacrés, comme vous les appelez vous-même, c'est difficile peut-être de ne pas être monstre soi-même, ou sacré, ou les deux en même temps. Je pense que généralement, monstre, comme on a vu ce que c'était, on ne le devient pas. En tout cas, c'est pas mon cas. Après, moi, monstre sacré, ils ont été très gentils avec moi. C'est plutôt ma mère qui a été... plus malmenée en tant que... Parce que c'était vraiment la fille. Moi, j'étais le petit-fils. C'est la fille de Yves Allégret, votre mère, qui est le premier mari de Simone Signoret, qu'elle a quitté pour Yves Montand, qu'elle a rencontré. Elle a quitté pour Yves Montand, elle a laissé d'ailleurs sa fille de côté pendant 3 ans. D'accord. Alors, je raconte quand même qu'elle l'a rencontré à un concert de Piaf, c'est ça? Où il chantait, il faisait la première partie. Je crois qu'ils se sont rencontrés à la Colombe d'Or. Ah non, on peut parler de Yves Allégret. Ouais. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Ok. Et en tout cas, elle a quitté votre maman, enfant et mari pour Montand, parce que c'était un coup de foudre incroyable. Et ma mère a, je pense, beaucoup plus souffert, enfin énormément plus souffert, parce que moi je n'ai pas souffert en fait de ce poids. Parce que la fille de Simone Signoret, ça a dû être, et elle l'a dit, très compliqué. D'abord, sa mère était
une énorme, gigantesque star, même si Et puis ma mère n'a pas eu de chance, c'est que si elle était née 20 ans plus tard, à l'époque où être fille d'eux, c'était à la mode, comme Chiara Mastroianni, comme Vincent Cassel, voilà. Elle aurait fait carrière. Ah, je suis sûr. D'abord, c'était une excellente. Et elle a voulu faire carrière. C'est une excellente comédienne. Elle était belle comme le jour, magnifique. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans l'air du temps. Donc moi, j'en ai pas souffert. Moi, c'était un poids parce que j'ai vu ma mère souffrir. J'ai eu vent de toutes ces histoires de famille, etc. Comment on fait pour se débarrasser de son héritage familial quand même à un moment donné? Parce que ça peut être encombrant tout de même. Je vais être prétentieux, c'est que moi j'ai eu une chance énorme, c'est de réussir énormément grâce à moi-même. Alors je ne vais pas dire grâce à mon talent, que animateur c'est pas vraiment un talent, mais en tout cas. Non, mais à votre pif, on en parlait, c'est-à-dire en tous les cas j'ai réussi. D'avoir accepté Love Story, voilà, etc. Fallait y penser. Dans mon domaine, j'ai été dans le top 5, donc. Et après j'ai appris une chose très très récemment qu'il faut aussi accepter d'avoir réussi. C'est pas une honte, même si en France c'est pas très à la mode, malheureusement. Et je pense que j'ai réussi très bien ma carrière, que j'ai une très belle carrière et que j'ai existé par moi-même et que je me suis fait très vite un prénom. J'ai été très peu de temps, voire quasiment jamais, le fils d'eux ou le petit-fils d'eux. Alors vous le dites, Simone Signoret, entre le cinéma et sa vie, elle a toujours choisi sa vie de femme. Vous venez d'expliquer aussi qu'elle a même carrément laissé sa fille. Oui, bien sûr, oui. Un temps en tous les cas. Et pourquoi ce choix? Il y avait ces détracteurs qui disaient que c'était une épouse soumise, en fait. Elle aurait dû se donner corps et âme au cinéma. Pas du tout. Bah oui, c'était l'inverse. Pas du tout. En tout cas, c'est l'image qu'elle donne. Non, elle donne l'image d'être l'inverse, pardon. En fait, elle était très féministe, mais comme je l'ai déjà dit, faire attention à ce qu'on dit de nos jours. Féministe dans le... Ça ne peut rien dire, c'est terrible. Parlons vrai sur Sud Radio. Parce qu'après, on se fait pourrir sur les réseaux. Mais c'était une féministe dans le bon sens du terme. Qui avait déjà ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que déjà, c'était une féministe qui aimait les hommes. D'accord. Voilà, déjà. Ouais. Ce qui n'est plus tellement voilà, il y en a qui aiment les hommes, mais, je vous promets. Oui, mais en tout cas, dans le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est que l'homme maintenant est désigné comme un immense... monstre dégueulasse, voilà. Il y en a. Elle dit pas tout ça quand même. En tout cas, c'est un petit peu la tendance. C'est la minorité qui fait beaucoup de bruit. C'est celle qui nous casse les oreilles en tous les cas. Donc, ça c'est fait. Donc, moi je dis ça. Voilà. Donc, elle était extrêmement féministe dans l'âme, c'est-à-dire pour le respect de ce que la femme devait imposer, etc. Et tout ce que je trouve remarquable dans le féminisme. Mais elle était surtout une femme amoureuse et qui avait fait le choix de rester près de son mari, non pas parce qu'elle travaillait plus, ou parce qu'elle travaillait pas, parce qu'elle voulait rester avec son mari. Et d'ailleurs, ça donne une scène qui est assez cocasse, où mon temps est finalement assez lassé, parce que j'imagine aussi que, pas se mentir, d'avoir sa bonne femme à la maison toute la journée, ça devait finir par l'agacer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, ça le privait de sa liberté, à mon avis, de faire ce qu'il avait envie de faire. Et qui lui dit, mais combien de temps tu vas rester à ne rien faire comme ça, assis sur ce canapé, à tricoter, à boire Elle a failli refuser Casque d'Or aussi. Non, c'était avant ça, mais ça, elle avait déjà failli pas le faire pour rester avec lui, mais là, elle avait pas refusé le film de Carnet, Thérèse Requin, et elle s'est dit, tu sais que je ne travaille pas non pas parce qu'on ne m'appelle pas, c'est parce que je veux rester avec toi. Et mon temps fait, très drôle, vas-y, prouve-le-moi. Et elle s'est levée, elle a pris son téléphone, elle a appelé Carnet, elle a dit, mais finalement, je vais faire Thérèse Requin. Elle a raccroché, mais tu vois que je bosse quand je veux. Jean-Marie Dru, Simone Signoret, c'est une femme qui a eu une vie pleine, qui a connu aussi des échecs, évidemment, des réussites, et puis des difficultés. Alors, on va revenir dessus avec Benjamin après, parce qu'elle disait l'important, c'est de bien travailler la conviction qui va avec. Vous, ce que vous dites, Jean-Marie Dru, j'ai bien aimé relever cette petite phrase. Vous citez les Américains qui nous disent « failure is success in progress », c'est-à-dire l'échec, c'est un succès en progrès, ce qui va arriver, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, pour réussir, il faut échouer. Oui, je crois que c'est... beaucoup de gens disent ça, c'est un petit peu un lieu commun, mais là où c'est pas un lieu commun, c'est quand on le vit véritablement. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Jeff Bezos, il vous dira que 90% de ce qu'il expérimente ne réussit pas à l'arrivée. 90%, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est la succession des échecs multiples qui finit par l'aider à trouver la bonne solution, si vous voulez. Donc, il faut vivre avec cette idée. Donc, c'est vrai que la façon dont les Américains le disent est assez jolie, à savoir que l'échec, c'est un succès en progression, quoi, en gestation, si je puis dire. Mais beaucoup de gens disent ça, dans les affaires en particulier, mais peu de gens sont vraiment à la hauteur de cette pensée. C'est vraiment difficile d'accepter en permanence l'échec. Mais est-ce que le fait de l'accepter, ça évite la permanence, justement ? Non, ça vous permet de vous renouveler. Vous savez, enfin, là encore, moi, personnellement, enfin, très modestement, si vous saviez le nombre de fois que je me suis trompé, le nombre d'échecs que j'ai pu faire, en particulier dans les recrutements. C'est-à-dire que j'ai tendance à beaucoup aimer les gens, m'intéresser aux gens. Donc, quand j'interroge les gens, je les recrute, je trouve toujours formidable.
Parfois, ça a porté ses fruits, parce que je suis connu pour engager pas mal de gens en France qui ont réussi après, mais j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, parce que j'ai du mal à déceler les failles dans les personnes que j'interviewe. Donc ça, parmi mes grandes erreurs, ou les erreurs que j'ai souvent faites, c'est d'abord des erreurs de recrutement, oui. D'accord. C'est pas un bon DRH, quoi. Non, pas un bon DRH. On ne peut pas tout savoir bien faire en même temps. Hein. Mais le DRH se trompe tout autant aussi. Oui. Et alors, donc Simone, elle disait, c'est une phrase qui vous va bien, je trouve, Benjamin Castaldi, que l'important c'est de bien travailler, la conviction qui va avec vous. C'est ça votre secret en fait, c'est l'implication dans vos propres choix, quoi. Alors honnêtement, autant je me suis pas mal planté. De toute façon, les échecs. De toute façon, il n'y a pas de carrière de gens qui ont passé leur vie à grimper. Ça n'existe pas. Hein. Il y a forcément des moments où ça redescend, et tant mieux d'ailleurs. Ça permet de se calmer et de refroidir sa tête. Steve Jobs, il s'est quand même fait. Il s'est fait virer d'Apple. Sa propre boîte, ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'ai connu plein d'échecs. J'ai commencé par échouer d'ailleurs dans ma carrière. Mais effectivement, c'est vrai que dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai pas tout réussi. Après, j'ai très bien réussi dans l'animation, moins bien dans la production. Encore là, je me rattrape, je fais un beau succès de mon produisant la pièce, mais j'étais bien, je pense que je suis bien meilleur. C'est ça votre seconde vie après, là, c'est de vous mettre vraiment à produire derrière? Là, en tous les cas, comme je fais moins de télé. Vous faites de la radio chez nos concurrents qu'on ne citera pas. Europe 2. Non, mais dis donc, quoi. C'est pas un vieux singe. C'était un petit bâton, quand même. Voilà. Non, moi, là, je travaille sur une prochaine pièce de théâtre. C'est tout nouveau, mais je travaille sur une nouvelle production de pièce de théâtre. Je suis sur une série télévisée qui est Work in Progress. Ça met un temps, et en télé, qui sont lents. Vous avez vu ça? En vrai, sur Sud Radio avec Benjamin Castaldi. Ah non, mais vous savez, quand vous êtes en train de travailler, qu'on vous dit, mais est-ce que je mets cependant il faut, ou il faut cependant? Je dis, je dois vraiment passer une demi-heure sur cette phrase. Donc ça faut que j'apprenne la patience. Mais non, j'ai plein de choses, plein de choses. Puis j'ai la pièce qui est en train de se monter à Broadway. Ouais. Donc ça aussi, c'est des beaux projets. Donc je suis très content. Non, je sais pas, je suis pas encore, pas encore à la retraite. Encore. Alors vous, Jean-Marie Dru, vous avez connu des échecs, vous l'avez dit, mais vous avez connu un grand succès, c'est de créer le concept de disruption, ce mot disruptif qu'on utilise beaucoup dans la langue aujourd'hui, puisqu'il faut être disruptif en fait. Hein, c'est la mode. Bah, c'est vous qui avez lancé cette mode. J'ai appris ça. Bien involontairement, c'est-à-dire qu'en 91. Je travaillais à New York et on a mis au point une méthode dans notre agence. On cherchait un nom pour cette méthode, puisque stratégie de rupture est une expression qui ne peut pas se traduire en américain. Et donc, on est arrivé avec ce mot de disruption. C'est difficile à croire, mais à l'époque, le mot disruption n'était pas utilisé aux États-Unis, jamais dans le monde des affaires et assez rarement dans les vies courantes. Et maintenant, à tel point qu'on a pu le déposer dans une quarantaine de pays. C'est-à-dire que le mot disruption, ça sert à rien parce que c'est comme caddie ou. C'est devenu le nom de votre agence, The Disruption Company. Oui, absolument. Bon. Et donc, on a une méthode, on va en parler ici, qui s'appelle la disruption. Et puis, on a utilisé le mot. Expliquez-nous ce que c'est quand même. C'est une méthode pour imaginer des stratégies innovantes pour les marques de nos clients qui est fondée sur 3 étapes. Convention, disruption, vision. Alors, on commence par étudier les conventions du marché, voir ce qui est fait par tout le monde et qui pourrait être remis en cause, avec une vision, c'est une idée d'où on veut emmener la marque à terme, et une disruption qui est l'idée, la stratégie de rupture qui vous permettra de passer de la convention à la vision. Dit comme ça, c'est horriblement compliqué, donc je vous remercie pas de m'avoir posé la question. Mais voilà. Et donc, alors ceci étant, si vous voulez, on fait des disruption day avec nos clients. Et donc, comme on a 80 bureaux, on a 200 bureaux dans 80 pays, comme on en fait au moins 5 ou 6 par an, et que ça fait 20 ans, ça fait donc des milliers de disruption day qui ont été faits, même plus que ça, et des dizaines et dizaines de milliers de clients de Tokyo à Los Angeles en passant par, je sais pas, Johannesburg ou Helsinki qui ont fait Disruption Days. Donc c'est la colonne vertébrale de notre entreprise. Ça nous permet d'essayer de définir des stratégies un petit peu novatrices. On va dire et puis c'est devenu international, quoi. Oui, c'est complètement international. C'est né entre Paris et New York. On adore. Allez, merci à vous qui écoutez, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec Benjamin Castaldi et son roman Si tu ne devais plus et si tu ne devais plus m'aimer aux éditions du Rocher, et puis le publicitaire Jean-Marie Dru qui se confie dans Les Canards majuscules. C'est aux éditions Télémac. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, on approche l'heure de se quitter, mais c'est pas encore la fin. Nous avons encore quelques minutes pour explorer davantage les parcours de Benjamin Castaldi et de son premier roman Si tu ne devais plus m'aimer aux éditions du Rocher, et Jean-Marie Dru qui se raconte et qui raconte son parcours à lui dans Les Canards majuscules aux éditions Télémac. Alors Jean-Marie Dru, vous citez Maurice Merleau-Ponty, que j'aime beaucoup, qui est un grand psychanalyste, et qui dit « On ne se remet jamais d'une enfance heureuse ». Alors j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on se remet de quelque chose en général ou jamais? Parce que enfance heureuse ou enfance malheureuse,
C'est kiff Non, kiff mais quoi. c'est vrai que parfois j'ai trouvé que c'était presque une faille de pas avoir une enfance un peu malheureuse. Ça m'a toujours un peu gêné bizarrement parce que je vois tous les gens qui se plaignent, qui ont eu des difficultés. Moi, j'ai eu une enfance rose, colorée, avec des parents très aimants. Donc j'ai oublié votre question. J'étais parti sur mes parents, donc j'étais parti. Du coup, est-ce que vous en êtes remis? Ça va être ça ma question. Vous en êtes remis de votre enfance? Oui, bien sûr, on se remet de tout, je crois. Mais ça me permet d'insister sur quelque chose, c'est qu'en fait c'est un paradoxe. Et vous l'avez peut-être noté, mais dans ce livre, il y a même un chapitre entier sur les paradoxes. Les paradoxes, c'est une pirouette de la pensée qui vous fait réfléchir, etc. Donc cette phrase, je suis pas sûr que, je sais pas si Merleau-Ponty le pensait vraiment, mais c'est juste une façon de vous interroger sur votre jeunesse, quoi. Donc, et tout le paradoxe vous fait vous interroger. Dans la phrase, on se dit qu'on se remet d'une enfance malheureuse, mais pas d'une enfance heureuse. C'est-à-dire qu'on se remet difficilement du bonheur. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il dit aussi qu'on se remet difficilement d'une enfance malheureuse. C'est juste, encore une fois, je pense, un paradoxe pour vous inciter à réfléchir sur le fait que la vie, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, est faite de hasard, de difficultés et d'échecs. Et donc de vivre dans un cocon dans la jeunesse, de vous préparer vraiment bien à affronter tout ce qui va arriver par la suite dans la vie. C'est aussi simple que ça, je crois. Alors Benjamin Castaldi, on va quand même parler 2 minutes du Loft, parce qu'en plus il y a une série qui tourne en ce moment, culte, voilà, qui cartonne. Alors moi je peux vous dire ce que j'en pense. On en apprend peu sur vous dans cette série. Ah mais je suis totalement absent. Mais vous êtes absent, je trouve ça dommage. Non, mais c'est très normal. Je dis pourquoi c'est très normal. S'ils font un 2, je serai forcément là, mais je suis très honnête dans la maturité, la recherche, la création du format, je n'étais absolument pas là. Et pour une raison bien simple, c'est que j'ai été appelé 1 mois et demi avant le lancement. Ouais. Et que j'étais la dernière roue du carrosse, que tout Paris avait refusé. Donc, quand je suis arrivé dans cette ovni, qui était déjà bien lancé, puisqu'on était à 1 mois du lancement, on a commencé le 21 ou le 26 avril, je crois, de mémoire. Moi, je suis arrivé dans l'histoire le 15 mars. Ouais, enfin, je suis désolée, moi, j'avais 20 ans plus ou moins à l'époque. Je sais que j'étais un modèle pour vous, mais ça, c'est normal. C'est pas ça, c'est que quand je regardais le Loft, je vous regardais vous aussi. Oui, parce qu'en fait, vous voyez l'aboutissement d'une réflexion qui avait duré un certain nombre de mois, et que j'ai porté comme j'ai pu. Mais dans la série, comme elle s'arrête quasiment, elle s'arrête au moment où Courby c'était le producteur historique, il faut que j'explique aux gens l'historique du Loft. Et c'est d'ailleurs, je vous le dis, c'est le vrai grand Manitou de l'aventure Love Story. Ouais. Pas du tout Alexa Laroche-Joubert, mais c'était normal, il fallait. Elle avait envie de se mettre un peu en avant. Non, mais c'est pas qu'elle avait envie, c'est que Stéphane n'aime pas qu'on parle de lui, et que Alexa fait partie de l'aventure, que c'est une grande professionnelle, mais celui qui a vraiment tout porté, et qui est d'ailleurs largement introduit dans le personnage fictionné d'Alexia, c'est Stéphane. D'accord. Courby. Ok. Voilà. Donc voilà, donc pour vous dire. Alors dites-moi juste comment. La question, en fait. Vous êtes perturbé quand on pose une question. Allongez-vous, Benjamin. C'est quoi la question? En fait, il n'y avait pas encore de questions. Vous avez réagi déjà avant que je vous la pose. C'est mon problème, c'était qu'on met un balle dans la machine, je m'arrête. Non, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est on vous appelle un jour. En fait, ce qui se passe, on vous appelle, on vous dit il y a cette émission, personne ne veut la faire, la faire. Pas du tout. Mais vous doutez bien que dans ce métier, on vous dit jamais la vérité. Alors, pas du tout. En fait, à l'époque, je vois Thomas Valentin, qui était le patron d'M6. Monsieur à qui je dois beaucoup de choses d'ailleurs dans ma carrière, et il me fait venir dans son bureau, et moi je le voyais parce que je voulais une émission qui parle de show business, de cinéma, parce que j'adorais faire des interviews à l'époque de stars de cinéma. Et il me dit mais bien sûr, on va signer un contrat, mais avant ça, avant la rentrée de septembre, il y a un truc à faire, là, une émission il me présente ça vraiment comme quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est un petit malin. Il me dit, il y a le Loft Story à faire. Il me dit, mais c'est quoi? Il me dit, c'est une émission sociétale, profonde, intelligente, où on va faire une expérience sociétale, vraiment, on va mettre des gens ensemble. Et il me vend ça, comme je vous dis, franchement, entre Boris Cyrulnik et voilà, et Freud. Et Lévi-Strauss. Et moi, je suis très flatté qu'on me propose ce format. Et comme à l'époque, il n'y a pas de connexion évidente, et qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans le monde, et que je ne sais pas que Big Brother est sorti en Hollande, et que c'est pas du tout ce qu'on m'a décrit, mais une espèce de programme assez basique. En même temps, vous n'êtes pas allé chercher non plus, j'ai envie de dire. Non, mais il a jamais prononcé le mot Big Brother, quand il m'a parlé de Love Story. Et donc moi, j'ai dit oui, bien sûr. Je dis écoutez, je vais vous faire d'autres trucs là, mais surtout, je veux un contrat pour septembre. Pour moi, là, vraiment, Love Story, c'était un passage, quoi. C'était une espèce c'était ma façon d'être testé sur l'antenne. Et donc j'ai accepté ça, et en fait je suis parti quelques jours après au salon de la télé à Monaco, où était présenté justement Big Brother, et on me dit regarde, vous allez voir Benjamin, c'est l'émission que vous allez faire en France.
Et là, j'ai vu des images de gens assez vulgaires, pas d'autres mots, huilés en train de se masser, voire plus à affinité. Et ah oui, on est quand même parce que c'était tout nouveau à la télé, on ce est genre quand même très loin de Sigmund Freud et de Boris Cyrulnik. Donc effectivement, ces résidences Célia, je suis pas sûr que ce soit dans mon émission. Et donc voilà. Mais en fait, nous on avait eu un programme qui était finalement pas assez éloigné de Big Brother, parce qu'on avait quand même, il y a eu ce génie de Stéphane Courby de transformer Big Brother en love story et en dating, en fait, puisqu'il fallait élire un couple. Et c'était un petit peu différent. Après, bon, et de toute façon, ce qui est drôle, c'est que vous voyez des images, on les voit, les archives, parce que elles restent, et que quand je présente la première, que je fais mon long monologue, je sais même pas qu'on peut faire un bonjour aussi long, je vois dans la télévision, et ben, il n'y a pas un applaudissement, on n'entend pas une mouche voler, et on a l'impression que je présente le 20h. Ouais. Une semaine après, on avait les tablettes qui tournent au-dessus de la tête. C'est quelle aventure, quand même. Ah bah oui, ça marque une époque et une vie. Alors, j'avais envie de vous poser une question à tous les deux. Jean-Marie Trouche, je commence par vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, si vous avez appris quelque chose en écrivant ce livre que je rappelle, Les Canards majuscules? C'est sorti chez Télémac. Que j'étais faussement modeste. Mais ça, vous le saviez déjà, non? Oui. Non. Pardon. Non, mais je sais pas, parce que j'ai fait très attention, j'ai voulu raconter une vie. Enfin, il y a deux parties, comme vous l'avez dit dans ce livre. Il y a ma jeunesse, et puis ensuite, il y a la chance que j'ai eue de rencontrer des dizaines et des dizaines de gens dans tous les pays que j'ai visités. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir eu une carrière passionnante. Et dès que je le dis, j'ai l'impression d'être un peu prétentieux, donc je vais essayer de répondre à votre question, là, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai essayé de trouver un équilibre dans ce livre entre... en fait, comme je le dis à un moment, tout m'a surpris. J'ai été étonné par tout ce qui m'est arrivé, et donc... je sais pas ce que j'ai appris sur moi, je suis en tous les cas ravi d'avoir été étonné en permanence, disons-le simplement comme ça. C'est joliment dit. Et vous, Benjamin, qu'est-ce que vous avez appris sur vous en écrivant avec la voix de votre grand-mère? Parce qu'en fait, elle avait une sacrée voix aussi, je tiens à le dire, elle avait un grain incroyable. Elle avait une belle voix Marlboro Light. Whisky aussi. Oui, ça fait des belles voix. Non, moi j'ai appris, j'ai vérifié ce que j'ai appris avec mon temps. Ouais. Qui avait cette phrase très belle qui a toujours dit: on ne refait pas sa vie, on la continue. Et c'est un peu. C'est disruptif, ça, justement. Mais, oui, mais c'est vrai, mais c'est un peu ce qui m'a guidé dans ma vie à moi, c'est qu'effectivement j'ai toujours cru que ça allait s'arrêter, ou que. Mais en fait, non, rien ne s'arrête, on continue les choses, et on refait pas les choses, on continue. Il était sympathique, mon temps. Ah, beaucoup de gens vous diront que non. Ouais. mais parce qu'ils ne le connaissaient pas. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais moi, c'est un modèle, il y a deux garçons dans ma vie qui m'ont bouleversé au sens mal. Il y a lui et Pierce Brosnan. Ouais. Parce que Pierce Brosnan, je l'ai croisé. Il y a une classe correspondante. Voilà, je l'ai croisé. Mon temps, il mettait un peignoir, que vous mettez le peignoir, vous ressemblez à un schtroumpf, avec les manches qui il met un peignoir, il tombe magnifiquement. Et j'étais avec Pierre Brosnan dans un Paris Tahiti, qui est très chic, en première classe, où on vous donne un pyjama. Ce pyjama, je vous le dis, je l'ai mis, on me l'a donné 12 fois, 20 fois. Il ne m'a jamais été correctement. J'avais soit les blanches trop courtes, soit les manches trop longues, bref. Et lui, il met le pyjama. T'as l'impression que le pyjama, il a été fait par Saint-Laurent, et que lui, tout va bien. Il met son petit pull en cachemire et sa lunette dans la poche, et c'est un top modèle. Je me dis, voilà, il y a ceux qui sont comme ça, et puis il y a nous les autres qui n'auront jamais cette classe-là. Ok. Voilà. Allez, la dernière question de cette émission, j'adore cette réponse. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, justement? Essaye. On a une seconde? Vraiment rapide, ouais. Steve Jobs a fait des études, il a tout séché les cours, il est rentré un jour dans un cours de typographie, il a suivi tous les cours de typographie, et il a expliqué que 10 ans après, lorsqu'il a créé le Mac, tous les cours qu'il avait pris de typo, il s'était passionné pour ça, c'est pour les empattements des lettres, des trucs, etc., que toute la typo et toute l'interface des ordinateurs sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Windows a fait pareil, donc il dit, je vais vite, il dit aux jeunes: essayez plein de choses, et un jour vous verrez qu'il y a des convergences. Et donc si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est essayer plein de choses. D'ailleurs, ils le font de plus en plus, les générations. Et le conseil que vous donnez à vous jeunes, c'est de continuer à essayer, quoi. Voilà, absolument. Benjamin? Moi, c'est simple, c'est oublie que t'as aucune chance et fonce. Ah ouais? Ah oui. Ok. Ah oui, vraiment. Vous pensiez que vraiment vous aviez aucune chance? Ah, j'étais en tout cas élevé dans une espèce de chape de plomb. J'étais le petit vilain canard de la famille, moi. Qui travaillait pas, qui était un peu gros, qui disait pas grand-chose, qui foutait pas grand-chose. Et finalement, ils sont contents maintenant?
Bah, il faudrait qu'ils me le disent un peu plus souvent, mais ouais. On fait un appel à maman. Mais non, oui, ils sont contents. Ils sont contents. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je me voyais quand même à 16 ans. Je dis merde, ça va être parce que ça va être long, hein. Ça va être long jusqu'à ce que je meure. Bon, bah ça sera le mot de la fin. Merci Benjamin Castaldi. Je rappelle votre livre « Et si tu devais ne plus m'aimer », c'est aux éditions du Rocher. Je vous le recommande, chères auditrices, chers auditeurs. C'est très très agréable à lire et surtout on apprend plein de choses. Jean-Marie Dru, votre livre c'est Les Canards Majuscules. C'est sorti aux éditions Télémac et c'est aussi un très très bon livre à lire que je vous recommande également. Merci à tous les deux d'être venus ici. Merci. Et puis merci à tous de votre fidélité à C'est Excellent, votre émission de Sud Radio qui crée le lien. On se retrouve samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme et puis évidemment comme tous les dimanches à 19h pour C'est Excellent. Je vous embrasse. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Bye.